Si vous veniez de marcher sur une mine en plein désert et qu'un seul faux mouvement pouvait vous réduire en pièces, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment vaincre le champ de mine dans Mine. Ces soldats font une énorme erreur. Mike est un tireur d'élite américain et il attend avec son guetteur l'arrivée d'un dangereux criminel. Il voit la cible sortir d'une voiture et Mike pointe son arme directement sur sa tête. Il est à deux doigts d'appuyer sur la gâchette, mais quelque chose ne va pas. Une femme en robe traditionnelle sort de son houda et il réalise soudain qu'il s'agit d'un mariage. Le réticule est verrouillé sur la cible, mais voir la mariée avec le marié le fait hésiter. Défiant les ordres, l'homme lève son arme, signalant que le criminel s'est enfui et que la mission a échoué. Mais il va immédiatement le regretter. En bas, le garde aperçoit quelque chose qui brille au loin, et il réalise que c'est le reflet d'une lunette de sniper. Il a donné leur position, et les gardes commencent à tirer sur la falaise tandis que tout le monde se met à l'abri. Les soldats se retirent dans le désert en se cachant derrière des rochers. Et ils lancent un appel radio pour qu'un hélicoptère vienne les secourir. Mais il y a un problème. Le guetteur est sur le point de donner ses coordonnées GPS quand il découvre que son traceur a été endommagé. Il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve et les insurgés se rapprochent. C'est alors que le tireur d'élite a une idée géniale et il vise une falaise au loin avec son arme. En appuyant sur la gâchette, l'impact de la balle provoque un éboulement sur le sol et les gardes abandonnent leur patrouille pour aller voir. Saisissant l'occasion, les soldats s'enfuient, mais ils ne se doutent pas qu'ils sont en train de tomber dans un piège. Tout à coup, un panneau métallique vole vers eux et atterrit au pied du sniper. Il inspecte le texte inscrit sur la pancarte et se rend compte qu'il est écrit « Danger, mine terrestre ». Son ami suggère que ce n'est qu'une astuce des habitants pour éloigner leurs ennemis, mais le tireur d'élite n'est pas d'accord. Il se souvient qu'il y a 33 millions de mines enterrées dans cette région. Le tireur insiste sur le fait qu'il est juste paranoïaque et se moque de lui. Mais Mike voit quelque chose dans le sable qui l'inquiète. Il s'agit des empreintes de pas laissées par les habitants de la région, qui semblent avoir évité les mines terrestres. Son ami continue de marcher à reculons et lui dit d'arrêter d'être paranoïaque. Mais au moment où il fait un pas de plus, c'est là que tout dérape. Une mine terrestre explose, dégageant un énorme nuage de fumée. Et le sniper panique. Il se déplace pour vérifier comment va son ami, mais soudain, il entend un déclic sous son pied. Le soldat vient de marcher sur une mine terrestre et un pas de plus va le tuer. Ok, cette situation est entièrement de leur faute. Tout d'abord, que vous soyez un soldat ou un civil, il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord. Une tête de mort est le symbole international de « dégager d'ici ». Et ces gars auraient dû prendre ça beaucoup plus au sérieux. C'est juste du bon sens, mais c'est bien pire quand on connaît le contexte réel de cet endroit. La raison pour laquelle ces soldats sont ici est qu'ils font partie d'une opération appelée Juniper Shield. Il s'agit d'une opération militaire américaine en Afrique du Nord. Elle consiste en une unité antiterroriste chargée de surveiller le trafic d'armes et de former les pays alliés à la lutte contre les insurgés radicaux. En gardant ça à l'esprit, ces soldats savent qu'il y a une guerre en cours entre le Royaume du Maroc et les Sahraouis pour obtenir l'indépendance du Sahara occidental. Plus important encore, il y a également environ 7 millions de mines terrestres non explosées dans cette région, résultant de décennies de conflits. Il n'y a pas de quoi plaisanter, et si j'avais cette information, je ferais attention à chacun de mes pas. Je dois également souligner que plus tôt, ce type a dit qu'il y avait 33 millions de mines terrestres, mais ce chiffre concerne en fait 18 pays sur l'ensemble du continent africain. Cette déclaration est donc trompeuse. Pour aggraver les choses, la plupart des mines terrestres qui ont été plantées sont des mines antipersonnelles, qui sont assez sensibles pour être déclenchées par des pas, et qui se déplacent même sur les dunes de sable en raison des changements climatiques. On croit souvent à tort que les mines n'explosent qu'une fois le poids libéré, mais c'est faux. Il existe essentiellement deux types de mines terrestres antipersonnelles. La première est conçue pour exploser immédiatement lorsqu'elle est déclenchée, tandis que la seconde est conçue pour être déclenchée à retardement afin qu'une armée en marche puisse traverser le champ de mine et blesser autant de soldats que possible. Le problème avec cette information est que si Mike avait effectivement marché sur une mine, il serait soit déjà mort, soit il devrait la déclencher plusieurs fois pour qu'elle s'active. Le fait qu'elle n'ait pas encore explosé devrait être une raison suffisante pour lever le pied du sol, se précipiter vers la radio et l'allumer pour demander une extraction afin de sauver son ami. Et si ça ne suffit pas, il y a un autre détail crucial qui change complètement notre façon de voir la situation. Lorsque l'armée marocaine a posé les mines, elle essayait de ralentir les forces d'invasion et de rendre plus difficile la sédentarisation des nomades. Ces mines étaient placées près des oasis ou au sommet des collines pour empêcher leurs ennemis de construire des villages. Du coup, une grande partie des endroits les plus fertiles du désert sont aussi les plus dangereux. Tout ça semble être une horrible nouvelle. Mais il y a un côté positif à tout ça. Si les mines ont été stratégiquement placées dans des zones fertiles, il est fort probable qu'un village se trouve à proximité. Les forces du Front Polisario au Sahara occidental ont déminé des milliers d'explosifs pour établir des communautés dans la région. Et le fait qu'il y ait un peu de végétation autour d'elle, ainsi qu'un panneau d'avertissement, est une indication claire qu'un village est proche. Ça signifie que si nous sommes à court d'options, il y a une chance que nous puissions appeler des habitants à l'aide, même si techniquement, ces soldats devraient déjà être morts. Le sniper est horrifié de voir que les jambes de son ami ont été déchiquetées, et il tente d'appeler à l'aide, mais il se rend compte que son oreillette ne fonctionne pas.
C'est alors qu'il aperçoit le pack radio du soldat sur le sol et il demande à son ami de se calmer pour qu'il puisse vérifier s'il y a un signal. Le soldat fait de son mieux pour l'attraper, mais l'homme souffre tellement qu'il n'arrive pas à se concentrer. Le tireur d'élite l'incite à sortir la trousse à pharmacie de sa poche et l'homme en sort une seringue pleine de morphine qu'il s'enfonce directement dans la cuisse. Mike est soulagé, et maintenant qu'il est libéré de la douleur, son ami sort le pack radio pour passer un appel. Il commence à parler dans l'émetteur, mais le sniper ne l'entend pas dans son oreillette, et il réalise que l'équipement ne fonctionne pas. Il demande à l'homme d'allumer la radio, mais celui-ci délire à cause du choc et commence à dire qu'il veut un granité à la fraise. Ils savent tous les deux qu'il ne s'en sortira pas dans cet état, et le soldat laisse son ami seul dans le désert. C'est frustrant, mais le sniper se calme, sachant qu'il doit se concentrer sur sa propre survie à présent. Avec précaution, l'homme s'agenouille au sol et sort son couteau qu'il plante dans le sable. Il sent la lame heurter un objet métallique et découvre que la mine se trouve à quelques centimètres sous la surface. Sa meilleure chance d'obtenir de l'aide est d'entrer en contact avec quelqu'un via la radio. Mais elle est bloquée avec son ami mort. Refusant d'abandonner, l'homme enlève ses lacets de chaussures et crée un grappin de fortune en les enroulant autour de son tomahawk. Debout, il lance la hache et manque de perdre l'équilibre. Un seul faux mouvement aurait pu le réduire en pièces. Et il a de la chance d'être en vie. Mais à son grand soulagement, la corde s'est accrochée au pack radio. Son plan a fonctionné, et il l'enroule lentement. En inspectant le récepteur, l'homme se rend compte qu'il n'y a plus de batterie. Mais il se souvient qu'il a apporté des batteries de rechange pour la mission. Il fouille dans ses sacs, mais ne les trouve pas, et il se rend compte qu'elles doivent être sur le cadavre de son ami. Il est trop loin pour les atteindre. Alors il sort son chargeur solaire et le branche directement sur le récepteur radio. Ça va prendre du temps, mais c'est son seul moyen d'appeler à l'aide. Faisant l'inventaire de ce qu'il a, l'homme se rappelle qu'il a encore une fusée de signalisation et qu'elle sera cruciale si les secours arrivent enfin. Plus tard dans la journée, le récepteur est enfin chargé et le soldat appelle immédiatement la base pour demander de l'aide. Il explique que son partenaire est mort et qu'il a le pied sur une mine terrestre à 4 heures du village. Mais l'opérateur a de mauvaises nouvelles. Les hélicoptères sont tous cloués au sol par la tempête de sable, et le seul espoir d'être sauvé est que le sniper attende que le convoi le plus proche arrive dans 52 heures. Mike est furieux, mais la voix de la radio lâche une autre énorme bombe de vérité. Presque toutes les mines terrestres de cette zone sont encore actives, et il y a moins de 7% de chances de dysfonctionnement. C'est une condamnation à mort, mais si tout le reste échoue, il peut essayer quelque chose appelé la manœuvre de Schumann. Alors qu'il commence à expliquer ce qu'il faut faire, la connexion commence tout à coup à se couper et le signal s'éteint. Ok, ce soldat est déterminé à survivre, mais s'il prenait un instant pour considérer les conditions de cet endroit, il se rendrait compte qu'attendre 52 heures pour être secouru n'est pas une stratégie pratique. La position élevée du soleil, la faible humidité et le manque de précipitations font de ce désert l'une des régions les plus chaudes du monde. La majeure partie du Sahara a une température atmosphérique moyenne de 104 degrés Fahrenheit, ce qui est brutal, mais ce n'est rien comparé à la température du sable. Pendant la journée, la température du sol peut facilement atteindre 176 degrés Fahrenheit. Il ne lui faudra donc pas longtemps pour souffrir d'épuisement dû à la chaleur. En fin de compte, ça entraînera des nausées et des vomissements extrêmes qui amenuiseront sévèrement ses fluides corporels. Sans aucune couverture de base sur vous, ça garantit essentiellement que vous vous évanouirez et déclencherez la mine. C'est inévitable, donc nous devons résoudre ce problème maintenant parce que nous ne survivrons pas ici pendant 52 heures. Mike a fait beaucoup de choses bien, parce qu'il a fait l'inventaire pour voir ce qu'il pouvait utiliser pour résoudre le problème. Il y a beaucoup d'équipements importants pour sauver des vies ici, comme une trousse de secours, des lunettes de protection pour une tempête de sable, une lampe de poche, une fusée éclairante et un tomahawk. À ce propos, vous pouvez penser qu'il est étrange qu'il en ait un, parce que l'armée américaine ne fournit pas officiellement de tomahawk. Mais étonnamment, la plupart des Marines modernes les utilisent encore régulièrement. Et ce n'est pas rare. Il a fait un travail fantastique en utilisant son équipement pour tirer le pack radio. Mais il y a un détail extrêmement important qu'il n'a pas pris en compte. Quand il s'est baissé au sol, il a placé son genou droit dans le sable, et sans le savoir, il a retiré plus de 80% du poids de son corps de la mine. Nous avons déjà établi que c'est pas comme ça que les mines fonctionnent. Mais si elles étaient sensibles à la pression, ça aurait probablement été suffisant pour déclencher l'explosif. Une jambe humaine pèse environ 17,5% du poids total du corps. Donc si ce type pèse environ 95 kg, sa jambe pèserait 16,6 kg. La plus grande partie de ce poids se situe au-dessus du genou. Donc il ne peut pas y avoir plus de 10 kg de pression sur cette mine. Ça signifie que tout ce qu'il doit faire est de remplacer ce poids par 10 kg d'autre chose pour libérer son pied. Si nous regardons ce que nous avons, un fusil pèse 6,8 kg et ses sacs à dos pèsent environ 4 kg, donc il pourrait suffire pour faire le travail. C'est une stratégie risquée, mais le fait de s'agenouiller sur la mine a déjà établi qu'elle ne se déclenchera pas avec moins de poids. Donc si vos choix sont de mourir d'épuisement par la chaleur ou d'utiliser cette information pour vous sauver, c'est un choix évident. En réglant un minuteur sur 52 heures, le sniper tente de se réhydrater mais découvre un gros problème. Sa vessie d'hydratation est complètement vide, et au loin, il remarque qu'une énorme tempête de sable se dirige vers lui.
Mike enfonce rapidement son fusil dans le sable, et c'est la seule chose qu'il puisse faire pour se protéger de l'explosion de la mine. La tempête prend de la vitesse, et il peut à peine tenir le coup alors que les vents déséquilibrent le soldat, le forçant à lâcher l'autre sac. Quand la tempête passe enfin, il regarde autour de lui et découvre le corps de son ami juste à côté de lui. Désespéré de survivre, le sniper cherche les batteries mais découvre une photo de la famille de l'homme et prend un moment pour faire son deuil. Il ne pourra plus jamais embrasser sa femme ou jouer avec ses enfants. Et ça lui rappelle qu'il doit tout faire pour s'en sortir vivant. Après avoir trouvé les batteries, il se retourne pour attraper la radio. Mais il est choqué de constater qu'elle a été soufflée loin de lui par le vent. Elle est trop loin pour être atteinte, et il a perdu son seul moyen de communiquer avec le monde extérieur. Après 8h38 minutes passées sur la mine, le sniper a épuisé l'eau de sa gourde. Il est à court d'options, et en désespoir de cause, il tire en l'air avec son arme. Mais il aperçoit alors l'un des habitants qui marche au loin. Le soldat pointe son arme, lui ordonnant d'arrêter de bouger. Mais l'homme continue d'avancer, en prenant soin de contourner les explosifs. Mike le supplie de l'aider, et l'étranger demande à l'Américain ce qu'il fait ici. Réalisant qu'il parle anglais, le sniper lui demande de l'eau et sa radio, mais le berbère est confus. Frustré, l'homme lui fait comprendre que s'il fait un seul pas en avant, la mine terrestre le fera exploser, et c'est à ce moment-là que l'étranger s'approche, faisant un geste vers sa gourde. Le soldat la lui donne. L'étranger la prend et s'en va, mais il donne un dernier conseil à l'homme. Il doit continuer à avancer, sinon il sera coincé ici pour toujours. Ok, ce soldat est plus chanceux qu'il ne le pense, parce que les chances que cet homme parle anglais sont incroyablement faibles. Le Sahara occidental a une population d'environ 400 000 personnes, et les langues maternelles sont soit l'arabe, soit le tamazique. Le fait qu'il ait trouvé de l'aide auprès de quelqu'un qui parle sa propre langue est une anomalie statistique, parce qu'elle est pratiquement inexistante dans cette partie du monde. C'est encore plus convaincant quand on apprend comment ils regardent les films. Étonnamment, les Sahraouis ont un événement annuel appelé le Festival international du film du Sahara, qui est le seul festival du film au monde à se tenir à l'intérieur d'un camp de réfugiés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent des films espagnols presque exclusivement. D'une manière ou d'une autre, Mike a trouvé le seul gars à travers des centaines de kilomètres de désert qui pouvait parler anglais. Mais ça ne va pas aider si nous ne savons pas comment utiliser l'eau que nous avons pour survivre. Le gars a fini sa gourde après seulement 8 heures, ce qui semble très court car on sait qu'il lui reste 44 heures à tenir. C'est cruel, et le bon sens suggère que nous devrions économiser l'eau pour en avoir pendant au moins une journée entière. Mais ce serait une erreur en fait. On pense souvent à tort que rationner l'eau est une approche intelligente. Mais personne ne vous dit que ce que vous devez rationner, c'est la perte d'eau. Il existe des tonnes d'incidents documentés où des personnes ont été retrouvées mortes de déshydratation alors qu'elles avaient encore des bouteilles d'eau pleines. C'est pourquoi nous devons faire tout ce que nous pouvons pour réduire la quantité de liquide perdu par le corps. La meilleure stratégie consiste à se couvrir le plus possible. Ça peut sembler contre-intuitif compte tenu de l'épaisseur de ses vêtements, mais ça permet en fait de rester plus frais parce que ça augmente l'humidité et vous protège des effets desséchants du vent et de la chaleur. La plus grosse erreur qu'il commet, c'est que sa bouche est ouverte. Dans des environnements comme celui-ci, une quantité surprenante d'humidité est perdue sous forme de vapeur d'eau dans votre respiration, ce qui vous déshydrate beaucoup plus rapidement. En respirant par le nez, vous pouvez réduire considérablement ce phénomène, qui vous permettra de gagner des heures de survie avant de perdre connaissance à cause de la déshydratation. Si tout ça peut sembler assez désespéré, la bonne nouvelle, c'est que ce berbère prouve qu'il y a un village extrêmement proche. Si vous regardez cet homme de plus près, vous vous rendrez compte qu'il n'a pas d'animal de trait pour l'aider à traverser le désert et qu'il n'a même pas de bouteille d'eau sur lui. Un habitant de la région ne s'aventurera jamais dans la nature sans l'une ou l'autre de ces choses. Et c'est une bonne raison de penser qu'en ce qui concerne les mauvaises situations, Mike est quand même un putain de chanceux. Plusieurs heures ont passé, mais le berbère n'est toujours pas revenu. Et l'homme est si désespéré qu'il boit sa propre urine. Quand soudain, il aperçoit quelqu'un qui s'approche au loin. C'est une petite fille qui porte sa gourde. Et il réalise que ce doit être la fille du berbère. Elle court vers lui en prenant soin d'éviter les mines terrestres. Et elle tend la bouteille pour que l'homme la prenne. Il boit autant d'eau qu'il peut et il dit à la fille de remercier son père pour lui. Mais elle ne répond pas. Au lieu de ça, elle sort quelques soldats de plomb d'une petite pochette et elle les place dans le sable, reproduisant la situation dans laquelle se trouve le sniper. Désespéré, il lui demande de récupérer sa radio pour lui. Mais la fille ne semble pas comprendre et s'enfuit, le laissant mourir. Cette nuit-là, Mike allume un feu pour se réchauffer, mais les flammes meurent rapidement. Il peut à peine voir à quelques mètres autour de lui, et c'est alors qu'il entend des hurlements au loin. Une meute de chiens sauvages se rapproche, et il sait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit dévoré vivant. Le soldat commence à tirer avec son fusil pour faire fuir les animaux, mais les grognements se rapprochent. Entendant des aboiements derrière lui, il sort sa lampe de poche et voit l'un des chiens traîner le corps de son ami dans l'obscurité. L'homme aperçoit un autre chien qui s'approche lentement de lui, et il tire sur lui avec son pistolet. L'animal sauvage s'enfuit de peur, et déclenche une mine terrestre qui explose en le réduisant en morceaux. Le lendemain, le sniper est épuisé par une nuit difficile et sans sommeil. Mais il sursaute lorsqu'il entend le berbère s'approcher. L'homme est venu prendre de ses nouvelles, et il lui dit qu'il a beaucoup de chance d'être encore en vie.
De plus en plus frustré, le sniper le supplie de lui apporter sa radio, et l'homme finit par accéder à sa demande. Il se dirige vers l'émetteur et le traîne jusqu'au soldat avant de le lui remettre. Désespéré, le soldat le lui arrache des mains et se met rapidement au travail pour remplacer les batteries. Mais il ne remarque pas que le berbère secoue la tête en signe de déception. L'étranger décide de lui donner d'autres conseils, exhortant le soldat à devenir un homme libre. Et sur ce, il retourne vers son village. En le regardant partir, le sniper regarde sa montre et voit qu'il reste encore 24 heures avant l'arrivée des secours. Ok, ce soldat va pas s'en sortir. Un adulte inactif a généralement besoin d'environ 2 litres de liquide par jour. Mais les fortes chaleurs et les vents secs peuvent vous voler l'eau rapidement. Vous aurez besoin de plusieurs litres d'eau pour rester en vie dans cet environnement, pas seulement de quelques bouteilles. Le soldat a essayé de résoudre ce problème en buvant sa propre urine. Mais il ne le ferait pas s'il était attentif à sa formation, parce que l'armée dispose d'un manuel de terrain qui conseille spécifiquement aux soldats de ne pas boire leur urine en situation de survie. L'urine est composée de 95% d'eau. Les 5% restants contiennent du sodium, du chlorure et de l'urée. En comparaison, l'eau de mer est composée de 96,5% d'eau et de 3,5% de sodium et de chlorure. Ça signifie que boire de l'urine n'est pas très différent de boire de l'eau de mer, parce que la teneur en sodium va vous déshydrater sérieusement. Si vous continuez à boire de l'urine, ça peut déclencher une pression sanguine anormalement basse, qui endommagera les organes vitaux comme le cœur, les poumons et les reins. Au lieu de ça, la meilleure façon d'utiliser l'urine est de faire comme les tribus de Bushmen et de faire pipi dans un trou pour s'y allonger. L'humidité ralentira l'évaporation de la sueur et conservera l'eau de votre corps sans avoir besoin de la reconstituer aussi rapidement. Si j'étais dans cette situation, au lieu de creuser un trou, je ferais en fait pipi dans un récipient et je le verserais ensuite sur mes vêtements. Ce n'est pas l'idée que je me fais d'un bon moment. Mais si ça aide à refroidir mon corps, alors je ferai tout ce qu'il faut pour rester en vie. Il y a cependant un effet secondaire à ça, parce que survivre dans le désert la nuit nécessite une approche complètement différente. Dès que le soleil se couche, les températures descendent à 25 degrés Fahrenheit en moyenne. Si vous êtes couvert d'urine, il vous sera donc beaucoup plus difficile de rester au chaud. Heureusement, il existe un excellent moyen de résoudre ce problème. En 1994, Mauro Prosperi a participé au Marathon du Sable, une course de 6 jours qui se déroule dans le désert du Sahara. Le 4e jour, il y a eu une énorme tempête de sable. Et pendant 8 heures, l'homme n'a pas pu voir où il allait. Une fois la tempête passée, il a passé 9 jours à survivre dans le désert en trouvant un abri et en se déplaçant lentement. Ce n'est que par pure chance qu'il a réussi à obtenir de l'aide de la population locale, en découvrant qu'il s'était tellement écarté du chemin de la course qu'il a fini par traverser la frontière algérienne, à 290 km de la ligne de départ. La meilleure chose à retenir de son expérience est ce qu'il a fait pour rester en vie pendant la nuit. Comme les températures sont très basses, Mauro a creusé un trou peu profond dans le sable et il a brûlé des végétaux qu'il a trouvés dans le désert. Il a ensuite rempli le trou et s'est allongé dessus pour dormir toute la nuit. Il a ainsi chauffé le sable par en dessous pour maintenir sa température centrale. S'il n'avait pas fait ça, la sueur qu'il avait accumulée pendant la journée se serait refroidie et aurait gelé l'homme à mort. Cette nuit-là, Mike se bat pour rester éveillé. S'il déplace son poids, la mine explosera. Mais le soldat est tellement épuisé qu'il commence à délirer. Il hallucine et voit que son ami mort est revenu à la vie, lui disant de rester en vie pour le bien de sa petite amie. L'homme est terrifié, mais c'est alors que le tireur d'élite reprend rapidement ses esprits, réalisant que les chiens sauvages sont revenus pour lui. Sans lumière, il peut à peine voir où ils sont, et il tire dans l'obscurité, gaspillant de précieuses munitions. Il n'en a pas assez pour les éliminer tous, mais son ami lui rappelle qu'il peut tenter la manœuvre de Schumann en dernier recours. Le soldat sait que si les chiens le renversent, ils déclencheront la mine terrestre, et il n'a pas d'autre choix que de suivre son conseil. Désespérant de survivre, il détache les lacets de sa botte avant de coincer la chaussure avec son couteau. L'homme saisit son fusil et commence frénétiquement à creuser une tranchée dans le sable. Mais c'est alors qu'il sent un chien sauvage lui mordre la jambe. Luttant pour sa vie, il finit par lâcher prise, mais les autres se rapprochent. Il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir, et avec toute sa force, il saute de sa botte. La mine terrestre explose, l'envoyant voler dans les airs et atterrir dans le désert en contrebas. Mais quelque chose ne va pas. Le soldat se rend compte qu'il avait juste une hallucination de sa fuite, et que le chien lui fait toujours un trou dans la jambe. Il est piégé alors que le reste de la meute commence à se liguer contre lui et à mordre profondément dans sa chair. L'homme perd complètement le sens de la réalité, et le lendemain matin, il a massacré toute la meute, alors qu'il ne reste plus que 7 heures avant l'arrivée des secours. Épuisé et déshydraté, le soldat n'a plus grand-chose en lui pour continuer à se battre. C'est alors que la radio se met à crépiter, et l'homme appuie sur l'émetteur disant qu'il est toujours en vie. En entendant ça, l'opérateur est soulagé, mais il a de mauvaises nouvelles. Le convoi de secours va être en retard, et il n'arrivera pas avant 17 heures. C'est trop long. Et il sait qu'il ne pourra pas tenir plus longtemps. Mais c'est alors qu'il entend soudain la voix de sa petite amie à la radio. Ému, il s'excuse d'avoir été un raté et de l'avoir abandonné. Mais il ne réalise pas qu'il s'agit d'une autre hallucination. Mike a atteint ses limites et l'homme bascule d'épuisement. Il va mourir. Mais à la toute dernière seconde, le berbère intervient et le rattrape, lui sauvant la vie. Ok,
Honnêtement, ce type devrait déjà être mort. Le soldat a réussi à survivre plus de 48 heures sans dormir et avec très peu d'eau. Mais maintenant, il commence à avoir des hallucinations. C'est un signe clair que son corps commence à s'éteindre par épuisement. Et ça signifie qu'il doit utiliser son énergie restante avec beaucoup de précautions. Se battre contre une meute d'animaux sauvages est la pire chose à faire dans son état. Mais il aurait pu tenir plus longtemps s'il en savait plus sur la faune du désert saharien. Pour commencer, ces créatures s'appellent des lycaons, ou chiens sauvages d'Afrique, et ce sont de vraies machines à tuer. Ces animaux sont des chasseurs en meute spécialisés et étonnamment, plus de 80% de leurs poursuites se terminent par une mise à mort. C'est le taux de réussite le plus élevé de tous les mammifères sur Terre. Ils sont la définition même d'un super prédateur, et tout ça nous indique qu'ils n'abandonneront pas avant d'avoir obtenu ce qu'ils sont venus chercher. Donc s'ils étaient déterminés à vous tuer, vous seriez mort. Cela dit, la vérité c'est qu'aucun cas d'attaque de lycaons sur des humains n'a été signalé. Il s'agit d'une espèce extrêmement menacée, qui disparaîtra probablement dans moins de 20 ans, parce que les habitants de la région les chassent et les empoisonnent pour protéger leur bétail. La raison pour laquelle c'est important, c'est qu'en tant que soldat, Mike devrait déjà connaître la faune et la flore dans cette région. Il saurait donc que si les lycaons l'attaquent, c'est parce qu'ils craignent les humains, et non parce qu'ils ont faim. Et cette information peut grandement contribuer à notre survie. Heureusement, ce soldat a déjà la solution parfaite. Ça peut paraître étrange, mais il est scientifiquement prouvé que l'urine des hommes adultes peut repousser les autres mammifères. Non seulement les chiens sont capables de sentir l'urine humaine, mais ils peuvent également détecter l'odeur des hormones et même si la personne a une infection ou une maladie. Si nous avons déjà versé de l'urine sur nos vêtements pour retenir l'eau de notre corps, il est fort possible que ça ait également empêché les chiens d'attaquer la nuit. Aussi fou que ça puisse paraître, cette méthode a déjà fait ses preuves sur d'autres animaux comme les lapins, les cerfs et les moufettes, qui détestent tous l'odeur de l'urine humaine et ont tendance à s'en éloigner. Si Mike avait utilisé son urine comme eau de Cologne au lieu de boisson énergétique, ces chiens sauvages auraient reconnu l'odeur comme une menace au lieu d'un en-cas de fin de soirée. Leur odorat a une portée incroyable de 20 km. Ils auraient donc compris qu'il était un humain et auraient gardé leur distance. Maintenant, le problème c'est que si vous êtes déjà attaqué par une meute d'animaux vicieux et que vous n'êtes pas couvert de votre propre pisse, alors vous devez vous préparer à les combattre. Mais c'est là que Mike a fait sa plus grosse erreur. L'homme a entendu les chiens grogner au loin, mais au lieu d'attendre qu'il fasse le premier pas, il a tiré à l'aveuglette dans la nuit. C'est incroyablement stupide, parce que ces munitions sont en quantité très limitée. Si c'était moi, dans cette situation, la première chose à laquelle je penserais serait la conservation des ressources et de l'énergie. Nous devons rester en vie et conscients jusqu'à l'arrivée de l'équipe de secours. Mais nous n'y arriverons pas si nous utilisons toute notre endurance pour lutter contre une meute d'animaux sauvages. Dans cette optique, je creuserai rapidement un trou et j'y mettrai ma jambe droite pour m'ancrer. De cette façon, nous ne serons pas éjectés de la mine lorsque les chiens attaqueront et une moindre partie de notre corps sera exposée. Nous devons également placer le sac à dos sur les parties les plus vulnérables de notre corps pour nous protéger des morsures. Puis, une fois que nous sommes préparés au pire, la meilleure stratégie ici est d'attendre qu'un des chiens se précipite pour attaquer. C'est évidemment un risque, mais il est beaucoup plus facile de tirer sur un chien sauvage que vous pouvez voir que sur un chien que vous ne pouvez même pas voir. Et s'ils sentent leur propre sang avant le vôtre, ça pourrait suffire à en décourager d'autres d'attaquer. Ce simple changement permettrait d'économiser nos balles, de préserver notre énergie et d'améliorer notre visée tout à la fois. L'avantage supplémentaire est que si nous parvenons à en tuer un à portée de main, nous pouvons utiliser son corps pour nous aider à rester au chaud pendant la nuit. Le soldat n'a toujours pas déclenché la mine après 48 heures, mais il est trop faible pour continuer. Voyant ça, le berbère soigne les blessures du soldat et décide de lui raconter une histoire importante. Il y a des années, il a perdu sa jambe après avoir déclenché une mine dans ce même désert. L'homme avait appris à sa fille à désactiver les explosifs et à les remplacer par des boîtes de conserve. Mais un jour, une horrible tragédie s'est produite. Il a accidentellement déclenché une mine terrestre qui lui a coûté sa jambe et la vie de sa petite fille. Mais il est passé à autre chose depuis, et il exhorte le soldat à faire de même. Finalement, l'homme prend une étrange bouteille bleue, expliquant au soldat qu'il s'agit d'une boisson curative puissante, et il la verse dans sa bouche. Sur ce, le berbère s'en va, le quittant pour la dernière fois alors que le soldat voit la petite fille disparaître dans le vent du désert. Soudain, la boisson commence à faire effet et il commence à avoir des hallucinations. Des murs sortent du sable et une porte apparaît juste devant lui. Tendant la main, l'homme tourne la poignée et l'ouvre. De l'autre côté se trouvent ses souvenirs jusqu'au jour où il a rencontré sa petite amie. Mais l'homme est tellement délirant qu'il a complètement perdu le contact avec la réalité. Soudain, son ami attire son attention sur les nuages de poussière au loin, et il le rassure en lui disant que le convoi de sauvetage est en route. Mike ne sait pas s'il peut faire confiance à ses yeux, et il pense que c'est peut-être juste un mirage. Mais quand il regarde dans son télémètre, ça confirme bien que les véhicules arrivent. Après tout ce temps, Mike va enfin être sauvé, et la radio émet des craquements alors que ses camarades lui demandent où il est. L'homme essaie de leur donner sa position, mais l'équipe de sauvetage ne peut rien entendre et ils sont sur le point de partir. Il doit leur demander de l'aide et son seul espoir est de tirer la fusée. Mais quand il tend son bras pour l'attraper, une balle traverse tout à coup son corps.
Les insurgés l'ont retrouvé. Et il n'a nulle part où aller. N'ayant pas le choix, il s'étire de toutes ses forces pour atteindre la fusée et parvient à l'attraper. Le soldat la brandit, prêt à signaler au convoi où il se trouve. Mais les tireurs ne le laisseront pas s'échapper aussi facilement. Il commence à tirer et déclenche une mine derrière lui tandis que l'explosion lui arrache la fusée des mains. Sa vie étant en jeu, il élabore rapidement un plan pour éliminer les soldats ennemis. Déterminé, Mike tire dans le sable qui l'entoure, déclenchant une autre mine qui envoie un nuage de poussière pour cacher sa position. Les insurgés ne peuvent plus le voir à travers les débris, et le soldat vise avec son fusil de sniper avant d'abattre les ennemis. La zone étant désormais sécurisée, il cherche sa fusée, mais il voit qu'elle est trop éloignée pour qu'il puisse l'atteindre. Il n'y a qu'une seule méthode qu'il peut utiliser pour le ramener, et avec le convoi qui va plus loin, l'homme décide qu'il est enfin temps de passer à autre chose. Il lève le pied et fait un pas en avant, mais à sa grande surprise, rien ne se passe. Il est toujours vivant, et le soldat s'effondre sur le sol en état de choc. Il inspecte la mine sur laquelle il se tenait depuis plus de 48 heures. Il commence à creuser dans le sable et découvre qu'il s'agissait en fait d'une boîte de conserve que les Berbères avaient utilisée pour remplacer l'explosif. À l'intérieur, il y a un petit soldat de plomb exactement comme celui que la fille avait dans son hallucination. Et l'homme réalise qu'il n'a jamais été en danger. Il aurait pu partir à tout moment et suivre le Berbère jusqu'à son village, si seulement il avait suivi le conseil de cet homme. Le moment le plus terrifiant de sa vie passée, l'homme ramasse la fusée et enlève le capuchon, libérant la fumée pour que ses alliés puissent la voir. Les secours sont arrivés et l'homme est soulagé de savoir qu'il va s'en sortir. Quelques jours plus tard, le soldat rentre chez lui et sa petite amie l'attend à l'aéroport. Il est maintenant prêt à passer à l'étape suivante, en échangeant une mine terrestre dans le désert contre la bombe à retardement d'un mauvais mariage. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu le champ de mine dans Mine? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.